derrière. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette meet-up CNCF hébergé ici à Algolia. Algolia, c'était un super sponsor de la soirée qui nous a hébergé dans cette bureau magnifique, honnêtement. Et on le remercie beaucoup pour nous avoir accueillis ce soir. Mon nom, c'est Andrea. Je suis italien, comme vous pouvez bien entendre de mon accent. C'est mon deuxième meet-up en français. Alors, voilà, désolé pour l'accent encore. Je suis un ambassadeur CNCF depuis 6 mois, plus ou moins. Avant d'habiter à Paris, j'habitais à Amsterdam, où je faisais pas mal de meet-up, des événements là-bas aussi. Et depuis que je suis arrivé ici, j'essaye un peu de recommencer avec les meet-up régulières ici à Paris. Avec moi ce soir, c'est Tim, qui a organisé avec moi le meet-up côté Algolia. Ils étaient super sympas de nous avoir hébergés ici. Encore, merci beaucoup à Algolia. Et maintenant, il y aura Morgan qui vient ici parler à nous de Algolia, qu'est-ce qu'ils font, les projets qu'ils ont, et voilà, un peu de la boîte. Merci. Merci. Alors, je vais être très rapide. Je m'appelle Morgan, je suis développeur chez Algolia. Je voulais vous remercier d'être là. On est très heureux d'hoster les meet-up. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une super salle. Donc, si vous connaissez des gens, des organisateurs qui ont besoin de salles pour organiser des meet-up, n'hésitez pas à venir nous en parler. Parce que voilà, chez Algolia, on adore partager, on adore recevoir du monde et pouvoir partager ce qu'on fait aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Très rapidement, Algolia, ce qu'on fait, on fournit des API de recherche qui sont des API très robustes, très rapides, disponibles partout sur le globe. Si vous avez des questions par rapport à Algolia, à nos projets, à comment on travaille, faut pas hésiter à venir nous voir. Il y a pas mal d'Algolians qui sont là ce soir. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille, quand on fournit de la search pour des milliers de clients sur des volumes de données qui sont très très importants, forcément, les sujets cloud native, pour nous, ils sont importants. Les sujets de coûts, les sujets d'infrastructure. Donc, ça fait vraiment bien le lien avec les présentations d'aujourd'hui. Voilà. Je vais laisser la place au speaker et je vous remercie. Merci beaucoup, Morgan. Merci beaucoup. Merci encore à Algolia pour cet événement. Alors, quelques petites informations tactiques pour le meet-up et pour les prochaines semaines, prochains mois. Le meet-up de ce soir, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est part d'une organisation de meet-up mondiale. Cette semaine ici, c'est la semaine CNCF, Cloud Native Sustainability Week, ou semaine de la durabilité et sustainabilité. Ça veut dire que cette semaine, mais ce soir aussi, il y a plusieurs meet-ups dans toute l'Europe, dans tout le monde, qui sont dédiés en fait à le Green IT, à la sustainabilité quand on travaille avec les clouds. Nous, on est à Paris, alors ça c'est le Cloud Native Paris, mais même dans les US, en Italie, en Espagne, en Allemagne, il y a plein de meet-ups ce soir dédiés, et dans toute la semaine, dédiés à la sustainabilité. Ça, c'est quelque chose que je vais partager plus tard. C'est un petit questionnaire que je vous vais donner à la fin du meet-up, avec quelques questions par rapport à le meet-up, si c'est bien, si c'est pas bien, comment étaient les talks, et choses comme ça. Et si vous allez faire cette questionnaire, vous allez recevoir un petit coupon pour avoir 20% de rabat sur tous les cours CNCF, sur toutes les certifications CNCF et Linux Foundation. Mais je vais le repartager plus tard, n'inquiétez pas. Cette meet-up est un meet-up CNCF. Alors nous, on essaye un peu de avoir un code de conduite pour cette meet-up. Ça veut dire qu'on essaye de créer un environnement familial, un environnement sympa, où tout le monde se trouve bien en fait. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un dans les meet-up, s'il y a des comportements que vous n'aimez pas, s'il vous plaît, venez chez moi, chez un des organisateurs d'Algolia, parce que nous, on fait vraiment de l'effort parce que tout le monde se trouve bien ici et que tout le monde se sent inclus. Les programmes pour ce soir. Comme vous pouvez voir, l'organisation, comme la dernière fois, c'est un peu à l'italienne. Alors, ce n'est pas trop précis ici. Mais voilà, maintenant, quelques mots de bienvenue par CNCF et le team d'Algolia. Après, on aura la première intervention par Ophélie, qui travaille pour Algolia et va nous parler de Sustainable Observability.
Et après, on a eu un petit souci ce matin avec notre deuxième intervention parce que Jean-Brice, il est tombé malade ce matin. À 10 heures, il nous a envoyé un email. Il est malheureusement malade. Alors, on a tout fait pour voilà, chercher quelqu'un qui pouvait venir pour le remplacer. Et je suis très content que ce soir, Benoît Petit, il est avec nous. Il est le cofondateur d'une startup ici à Paris qui s'appelle Hablo. Il va nous parler des scaphandres qui sont utiles open source, que vous pouvez utiliser pour mesurer l'impact environnemental de votre cluster Kubernetes. Après, on aura plein de temps pour manger quelque chose ici, pour partager et faire des discussions à propos de toutes les choses cloud native. Voilà. Quelques prochains événements dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors, je pense que si vous allez à KubeCon North America, vous le connaissez. Voilà, vous n'allez pas réserver des vols ce soir pour aller à KubeCon North America à Chicago dans quelques semaines. Si vous allez aller dans un événement un peu plus proche, on est déjà en train d'organiser notre prochain meet-up. Ça va être le 29 novembre. Ça va être à Station F, ici à Paris. Et ça sera une soirée Cloud Native Startup sponsorisée par deux startups françaises. Un s'appelle Coyeb et l'autre s'appelle QuickWit. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont deux startups françaises qui sont hébergées à Station F. Et pour notre prochain meet-up, on va être là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait la dernière fois, dans les dernières meet-up, qui était bien accueilli. Alors, je vais publier le meet-up directement ici. Voilà, publish. Et voilà, prochain meet-up annoncé. Après ça, on se donne rendez-vous en janvier. Décembre, c'est voilà, les vacances pour moi aussi. Mais voilà, si vous souhaitez venir à parler, faire une intervention pour un meet-up en janvier, s'il vous plaît, contactez-moi, on peut en parler. C'est toujours ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite vraiment. Peut-être que vous savez aussi qu'il y aura KubeCon Paris, il y aura KubeCon Europe à Paris en mars, le prochain mars, le 19 jusqu'au 22 mars 2024, ici à Paris, porte de Versailles. Je n'ai pas encore de code discount pour ça, mais je vais l'avoir. Alors, si vous continuez à venir dans cette meet-up, voilà, vous pouvez l'avoir. Sinon, ça sera difficile. Avec KubeCon, il y a aussi une autre initiative que je suis en train de lancer, qui est très liée avec l'environnement et avec la durabilité dans le cloud, mais dans une forme légèrement différente. Et je vais vite fait en parler de ça, quelques slides. Ça, c'est l'idée de KubeTrain. Ça, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, que j'ai partagée avec la communauté CNCF, que je l'ai partagée avec la communauté Cloud Native, et j'ai eu une réponse plutôt positive. En fait, ce soir, je vais aussi la partager avec vous, comme ça, si on a la possibilité de collaborer avec ça, ça sera super. En fait, Paris, j'imagine que la plupart de vous habitent à Paris ou dans voilà, la banlieue parisienne, a une caractéristique que peut-être vous ne connaissez pas. C'est une ville qui est très bien connectée en train avec la France et avec beaucoup d'États dans l'Europe. Par exemple, sur la gare de Montparnasse, pratiquement toute la côte ouest de la France est connectée avec un train à Paris, jusqu'à le confine avec l'Espagne. Si on regarde la gare de Lyon, c'est encore mieux. On peut arriver à Barcelone avec un train direct, on peut arriver en Italie, on peut arriver à Zurich, en Suisse. Au nord, ça c'est gare du Nord, on a des trains directs pour Londres, pour Bruxelles, pour Amsterdam, Rotterdam, Munich, Vienne, Francfort, Düsseldorf. Ça sont juste des trains directs. Et en fait, mon idée, c'est très simple. Moi, je voulais trouver une façon de déplacer les participants de KubeCon avec une façon de transporter qui était le plus écologique possible. KubeCon est devenu officiellement la conférence open source plus grande d'Europe. Amsterdam, il y a quelques mois, on était plus de 10 000 participants. Et je trouve que ça sera une bonne idée de déplacer tous ces participants de la manière plus écologique possible. L'idée, en fait, que j'ai, c'est très simple. C'est de prendre des communautés locales, les communautés locales d'Espagne, les communautés locales d'Allemagne, des Pays-Bas, et ces communautés locales vont louer un wagon entier d'un train. Ça, c'est pas si bizarre. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même.
les entreprises comme SNCF font tout le temps pour des événements publics, mais aussi pour des événements privés. Après ça, on aura 2-3 sponsors qui vont sponsoriser les wagons et on utilisera cet argent qu'on utilise pour payer le wagon pour en fait donner des tickets pas cher à tous les participants de le Cube Train. L'idée, c'est d'avoir vraiment de la transportation qui est pas chère, qui est simple, et ça doit être pour les participants au CubeCon vraiment quelque chose de naturel, venir en train et pas avec l'avion. Maintenant, on a résolu le problème que les trains, parfois, ils sont trop chers. Mais parfois, les trains, ils sont aussi un peu chiants. Parfois, ça prend beaucoup de temps d'aller d'une place à l'autre. Par exemple, faire Zurich-Paris, ça prend 5 heures. 5 heures quand même, c'est beaucoup. Ça peut être un peu ennuyant. Comment on va résoudre ce problème-là? En fait, les communautés locales suisses, la communauté locale italienne, ils vont organiser des activités pendant les voyages. Choses comme de lightning talk, par exemple, si le trajet est plus petit, ou comme des hackathons en train, si le trajet est un peu plus long. Les sponsors, ils ont la possibilité d'avoir plus de visibilité parce qu'ils ont la possibilité d'interagir avec la communauté qui supporte leur communauté locale. Ils peuvent distribuer des gadgets, ils peuvent montrer leur dernier projet open source, par exemple. Et enfin, l'idée, c'est de se revoir ici à Paris, un jour avant le CubeCon, pour un Cube Train Party, le jour avant que CubeCon commence. Mais maintenant, vous pensez, moi j'habite à Paris, moi à Port de Versailles, j'y vais avec la métro, au max, je prends le RER. Et c'est vrai, je comprends bien. Mais je voulais quand même partager cette initiative avec vous parce que je sais que beaucoup de personnes ici, ils travaillent avec des entreprises qui sont remotes, qui ont pas mal de collègues qui n'habitent pas forcément à Paris et pas forcément en France. Et ça, c'est une initiative vraiment qui devient européenne. Ce n'est pas une initiative qui regarde seulement la communauté française, c'est une initiative européenne qui regarde la communauté européenne et toutes les communautés cloud native européennes. Alors, on cherche quelqu'un qui voudrait gérer un peu cette initiative avec moi, avec pas mal de personnes qui ont démontré qu'ils sont intéressés à faire quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas le temps, parce que je comprends que tout le monde a une famille, tout le monde a un travail, même si vous pouvez donner nous un feedback, des idées extra pour cette initiative, c'est la première fois qu'on l'organise et on est vraiment en train de découvrir petit à petit comment on peut faire quelque chose qui est bien pour les participants de prochain CubeCon ici à Paris. Comme toutes les choses, comme tous les projets, la première chose qu'on fait quand on a une idée pour un nouveau projet, c'est d'acheter un domaine, cubetrain.io. Cubetrain.io, c'est le site internet où on a un petit site internet qui décrit un peu l'initiative. Et si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez, par exemple, nous aider à organiser cette initiative, il y a aussi une email info@cubetrain.io que vous pouvez nous utiliser pour nous contacter. J'ai presque fini, je promets. Nous recherchons toujours des intervenants et des sponsors pour les soirées. En fait, moi, j'essaye beaucoup de faire cette meet-up avec une façon plutôt régulière. Idéalement, je voudrais bien le faire une fois par mois, mais j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire tout seul. Les meet-up, ce n'est pas moi. Les meet-up, c'est surtout les personnes qui vont ici à parler et les sponsors qui nous permettent de s'héberger pour une soirée chez eux. Alors, si vous voulez venir et parler et montrer votre dernier projet, votre dernier accident en production, par exemple, ça sera super bien. Et si vous êtes un sponsor qui est intéressé pour sponsoriser une soirée, nous, on fait vraiment qu'est-ce qu'on peut pour vous rendre la vie vraiment facile. Voilà, on s'occupe de vraiment beaucoup. Pour rester en contact avec nous, la façon meilleure, c'est Slack, slack.cncf.io. Là-bas, il y a 3 channels que je pense peut-être plutôt intéressants pour vous. Le premier, c'est France. Dans le channel France, on partage tous les événements qui ont fait, tous les meet-ups, toutes les conférences qui sont intéressantes. Après, il y a Tag Environmental Sustainability. Ça, c'est un groupe d'intérêt autour de toutes les thématiques green dans le Cloud Native. Et enfin, si vous êtes intéressé à la prochaine édition et première édition de Cube Train, il y a aussi un channel dédié à ça. Je pense qu'on est prêt, Ophélie. Voilà, on aura maintenant notre premier talk par Ophélie. Et je la laisse installer.
encore. C'est bon. Déjà, merci beaucoup d'être ici. Moi, je suis Ophélie. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'observabilité durable dans Kubernetes et des travaux qu'on a menés ces derniers mois au sein d'Algolia. Moi, je travaille chez Algolia depuis un peu moins d'un an, dans l'équipe Production Engineering, spécifiquement dans l'équipe PaaS Team. Donc, on a en charge toute la production des clusters Kubernetes, leur observabilité et la CI/CD. Je vais vous parler surtout des coûts qu'on a sur l'observabilité, parce que ça coûte cher, et que en fait, c'est plus facile de vous montrer ce qu'on peut faire sur les coûts que sur l'impact environnemental. Et donc, chez Algolia, on a un nouveau produit qui est développé et dont l'infrastructure augmente petit à petit. Et la facture de l'observabilité de toute cette infrastructure, en fait, augmentait avec les travaux menés sur ce projet. Et on était arrivé on prévoyait, en fait, pour la fin de l'année, 1,5 million de dollars de factures pour l'observabilité, ce qui était énorme. Donc moi, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est comment on a réussi à réduire cette facture. Alors déjà, l'observabilité, je vais vous présenter en quoi c'est un challenge pour les microservices et tous les systèmes distribués. Déjà, c'est un challenge dans les systèmes comme Kubernetes. Parce que quand on est quand on est hébergé sur un serveur, on a des métriques et des logs uniquement au niveau de l'host, de l'application. Et si c'est une application web, tout ce qui va être log d'access HTTP. Quand on est dans un milieu comme Kubernetes, on va rajouter en plus la Container Runtime Interface, Container D dans Kubernetes en général, et la kubelet. Ces deux systèmes dont c'est important d'avoir les logs et les métriques, puisque c'est eux qui processent en fait notre application, qui nous disent si elle tourne ou pas, quand est-ce qu'elle est lancée. Et puis en plus, dans Kubernetes, on a aussi tous les logs et les métriques, les events qui viennent de l'orchestrateur, qui sont aussi là importants, puisque c'est ce qui va nous permettre de repérer quand est-ce qu'il y a des événements qui font que notre application va crasher au sein du cluster. Il y a aussi un challenge avec l'application en elle-même, puisque quand on est dans une application microservice, on va avoir des logs et des métriques sur plusieurs process, sur chaque microservice. Ils vont chacun produire leurs logs et leurs métriques. Je vous donne un exemple avec l'application Algolia, qui historiquement était un monolithe. On avait à peu près 40 000 métriques indexées. Quand on est passé en microservice, alors certes, il y a un peu plus de features aussi et de services. On a fait 7 fois plus de métriques avec environ 300 000 métriques. Et en plus, quand on est dans une application comme ça qui est distribuée, on rajoute un besoin d'observabilité supplémentaire, puisque là où avant tout était processé au sein même de la même application, du même process, là maintenant quand on est distribué, on a besoin de voir en fait les performances d'échange entre les différents services. Et c'est là où on ajoute l'Application Performance Monitoring, l'APM. Et l'APM, c'est quoi? En fait, c'est toute l'instrumentation qui va nous permettre de tracer au travers de traces. Donc, on met en fait un correlation ID sur nos métriques qu'on va envoyer au travers de tous les microservices pour pouvoir tracer une requête utilisateur et savoir, en fait, cette requête, combien de temps elle va prendre dans chaque service qu'elle va devoir traverser. Et ça va nous permettre notamment de focus sur les services sur lesquels ça va prendre plus de temps pour améliorer cette performance. Et puis aussi de détecter et d'identifier à quel endroit il y a des erreurs plus rapidement. Et donc sur ces traces, on génère tout un tas de métriques justement pour pouvoir le suivre. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on prévoyait pour l'année une facture d'1,5 million de dollars. Et dans ces coûts, qu'est-ce qu'on a? On a 60% qui est dédié à l'APM,
25% à l'infrastructure. 25% de l'infrastructure, c'est en fait tout ce qui est log et métriques qui viennent des conteneurs et des hosts. Ensuite, il y a 10% qui viennent des métriques applicatives. Donc là, c'est vraiment les métriques métiers qu'on va produire au sein des microservices. Et 5% pour les logs. Donc quand on a vu ça, on s'est dit, bon, bah déjà, il faut regarder exactement à quoi nous sert l'APM, quand est-ce que ça a vraiment de la valeur pour nous, et comment on peut réduire les coûts sur l'APM, puisque c'est là où on avait le plus gros poste de dépense. Sur l'infrastructure, on n'a rien fait, puisqu'en fait, c'est compliqué de se dire qu'on va diminuer la surveillance des hosts et des conteneurs en eux-mêmes. Et c'est pas là où on avait le plus d'impact en termes de réduction. Mais par contre, on a fait ce qu'il fallait aussi sur les métriques. Donc, je vous expliquerai comment. Et pour les logs, je ferai juste un petit focus sur les bonnes pratiques, mais on n'a rien fait de plus puisqu'elles étaient déjà bien appliquées chez Algolia. Donc, pour les traces, pour l'APM, ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce que la trace, elle compte. Et donc, pour nous, l'APM, on est arrivé à un coût de 30 000 $ par mois. Et quand est-ce que ça nous sert vraiment ? Eh ben, dans les environnements de test, ça nous sert à détecter les régressions en fait, de performance. Et ça nous sert aussi, ça sert aussi aux développeurs à faire de l'amélioration continue sur ces performances en fait, pour voir où est-ce qu'on prend le plus de temps au sein de la chaîne de microservices. En production, on va s'en servir principalement pendant les spikes de trafic. Typiquement, quand on a un spike de trafic, on a envie de détecter rapidement quel microservice va commencer à ralentir dans la chaîne pour pouvoir potentiellement lui demander à scale pour absorber la charge. Et aussi, quand on a un error rate et que nos métriques et nos logs ne nous permettent pas rapidement d'identifier le problème pour pouvoir justement pointer les erreurs au sein des microservices. Donc on est parti de ça et on s'est dit finalement en test, on a besoin des traces tout le temps. Donc on les garde tout le temps. Et en production, en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, on n'en a pas besoin. Donc au final, on s'est dit potentiellement jamais. Donc par défaut, on ne les a pas. On s'est dit, en fait, j'ai oublié de vous introduire, nous on gère en fait l'observabilité avec Datadog. Donc on envoie nos traces dans Datadog et donc, on s'est dit, on va mettre un filtre en fait, au niveau de l'agent qui récolte les traces des microservices pour ne pas envoyer les traces dans Datadog sur la production. Et l'idée de faire ça, c'est qu'on peut rapidement enlever ce filtre au besoin quand on a un problème sur un cluster pour rapidement les envoyer. Si on avait fait ça au niveau applicatif, c'était compliqué, il fallait redéployer l'application pour qu'elle envoie ses traces. Donc l'investissement pour faire ça, ça a demandé à peu près une petite semaine pour les développeurs parce qu'il y avait des métriques sur lesquelles on s'appuyait qui étaient calculées à partir des traces APM. Donc là, il a fallu créer en fait, les métriques au sein des microservices pour ne plus avoir absolument besoin des traces APM pour avoir la donnée. Et côté Production Engineering, on a pris en charge déjà de remplacer dans les dashboards justement toutes ces métriques APM qui étaient utilisées pour utiliser les métriques Algolia créées au niveau des microservices. On a industrialisé la configuration de l'agent Datadog et on a créé un service qui permet de tracer, qui nous dit quand il y a effectivement l'APM d'activer sur une instance, parce que ça nous permet de contrôler en fait, les coûts au jour le jour. Donc la réduction de ça, on a fait 93% de réduction sur notre facture pour l'APM. C'est-à-dire qu'on est passé de 30 000 $ de coût à 2 000 $, ce qui est énorme. Par contre, ça a une conséquence sur le temps de résolution des incidents. Parce que du coup, on a ce filtre, on n'a plus de traces. Et le jour où il y a un développeur qui a appelé en astreinte, lui, il va d'abord regarder ce qu'il a, les logs, les métriques. Et si ça ne lui suffit pas pour comprendre d'où vient le problème, il va y avoir ce temps de prise de décision qu'il faut enlever le filtre. Alors même si c'est industrialisé, c'est quand même un script à lancer manuellement pour enlever le filtre, il va l'enlever.
les traces vont être envoyées. Mais là, il va falloir attendre un petit moment pour que les traces soient effectivement envoyées et qu'il y en ait un certain nombre qui lui permettent effectivement d'analyser la situation. Mais pour ça, on a déjà la solution qui n'est pas encore implémentée, mais on sait ce qu'on veut faire. L'idée, ça va être de créer un petit opérateur dans Kubernetes que j'ai représenté ici en vert. Ce petit opérateur, il va aller chercher des métriques dans Datadog. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'identifier les spikes de trafic et les erreurs rate. Donc l'idée, c'est de surveiller 2 métriques. La première, c'est le nombre de requêtes par seconde pour identifier un spike. Et la deuxième, c'est le nombre d'erreurs renvoyées au client qui interroge l'API Algolia. Et donc lui, il va avoir en charge de configurer ce filtre. Donc par défaut, il y a le filtre. Et si ces métriques montrent qu'effectivement, il y a plus de trafic ou il y a des erreurs, et il va enlever ce filtre pour que les traces soient envoyées à Datadog. Et l'idée, c'est d'être proactif pour que quand le développeur est appelé en astreinte, il a déjà les traces. Maintenant, je vais vous parler des réductions qu'on a fait sur les métriques. Donc pour les métriques, ce qui est important, c'est de garder ce qui compte pour l'observabilité en production. Notre facture pour les métriques, c'était 10 000 $ par mois. Pardon. Donc la première étape, c'est de ne pas collecter toutes les métriques sur tous les services qui peuvent exister. En fait, on a des services qu'on déploie, souvent qui exposent un endpoint en fait, pour collecter des métriques de type OpenMetric. Et par défaut, souvent, les agents, on peut les configurer pour faire de l'autodiscovery et collecter tout ce qu'ils trouvent. Ça, en fait, il vaut mieux éviter. Et avec Datadog, il y a un moyen de dire « Ok, tu vas collecter les métriques qui se trouvent ici et tu ne prends que ces métriques-là et on peut faire des regex. » Typiquement, chez Algolia, on préfixe les métriques métiers par Algolia point quelque chose et donc on peut dire qu'on récupère que les métriques vraiment métiers Algolia. La deuxième chose, c'est le contrôle de la cardinalité. La cardinalité, c'est quoi? En fait, sur toutes les métriques, vous avez des tags. Et ces tags peuvent avoir des valeurs. Et plus un tag a de valeurs possibles, plus vous allez augmenter la cardinalité des métriques. En fait, plus une métrique va avoir de valeurs possibles pour tous ces tags, plus vous allez avoir de métriques différentes. Dans Datadog, on appelle ça des custom métriques et vous payez la custom métrique. Donc l'idée, c'est de réduire ça. Pour réduire ça, déjà, il faut se définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une cardinalité acceptable. À quel moment on se dit que le tag il a une haute cardinalité ou pas. Il faut sensibiliser toutes les équipes qui travaillent avec les métriques sur l'utilisation des tags à haute cardinalité. Parce que, en fait, il y a certains tags qui sont hyper importants pour le business. Il faut les garder même s'ils ont une haute cardinalité. Il faut se faire une liste ensemble de tous les tags qu'on veut absolument pas voir utilisés parce qu'ils n'ont pas vraiment de sens pour la prod. En tout cas, ils sont pas absolument nécessaires pour le troubleshoot. Et les tags qu'on veut autoriser, même s'ils ont une haute cardinalité. Et la dernière chose, c'est automatiser ce contrôle, le contrôle de la cardinalité. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, tous les tags qui avaient moins de 10 valeurs, c'est des tags qui n'ont pas une haute cardinalité et on les accepte sans se poser de questions. La deuxième chose, c'est qu'on s'est documenté sur tous les tags qu'on voulait autoriser parce que c'est des tags métiers dont on a besoin. Mais on a documenté pour sensibiliser sur avec quoi la cardinalité augmente. Typiquement, ça peut être le nombre de clients, le nombre de requêtes, le nombre de hosts. Voilà, il y a plein de critères qui peuvent faire augmenter la cardinalité d'un tag. Ça dépend en fait quelle est sa valeur. Et puis aussi sensibiliser sur le fait que ce tag, même s'il est autorisé, en fait, il n'est pas
ne doit pas être appliqué sur toutes les métriques. Il y a sur certaines métriques où il a du sens et d'autres, il en a moins. Donc voilà, c'est vraiment sélectionner les métriques sur lesquelles on va utiliser ce tag. On a créé une liste des tags qu'on ne voulait plus voir ou des tags qu'on acceptait, même si ça avait une cardinalité potentiellement haute et qu'on espère augmenter, comme le Customer ID. Mais par contre, par exemple, on a supprimé tout ce qui était usage sur le pod ID. Le pod ID, c'est vraiment un tag à haute cardinalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, dans notre cas, on a des microservices qui sont déployés un certain nombre de fois sur beaucoup de clusters Kubernetes. Donc, en fait, il y a plein de pods pour ce service, et donc il y a plein de pod ID. Et en plus, quand on fait des mises à jour tous les jours, ces pod ID, ils changent. Donc, ça fait une très haute cardinalité. Et puis, on a créé un job qui tourne tous les jours pour contrôler tout ça. Et ce job, il fait quoi ? En fait, c'est un petit cron job dans Kubernetes. Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la liste des métriques dans Datadog, la liste des tags qui existent pour ces métriques, la liste des tags qui sont effectivement utilisés dans les monitors, ou dans les monitors, c'est les alertes en fait, qu'on crée pour surveiller, et dans les dashboards. Et donc, on regarde dans notre liste de tags autorisés et on va créer ce qu'on appelle une tag configuration dans Datadog pour dire, sur cette métrique-là, en fait, tu ne me gardes que ces tags-là. Donc, tout le reste, on jette. Et ça a permis de réduire de 73% la moyenne de cardinalité des métriques. C'est-à-dire qu'on est passé de 680 custom métriques par métrique à 180. Et donc, on a réduit de 73% également le nombre de custom métriques, passant de 300 000, tout à l'heure je vous disais, à 80 000, ce qui n'est plus que le double de l'application monolithe, donc c'est acceptable pour une application microservice. L'investissement pour ça, donc on a toujours eu besoin de l'équipe de développeurs, notamment pour revoir les monitors, les dashboards qu'ils avaient créés, où ils utilisaient des tags à haute cardinalité, notamment le pod ID. Et nous, de notre côté, on a documenté, sensibilisé les équipes à tout ça. Et on a créé ce job qui vient contrôler la cardinalité des métriques tous les jours. Donc ça nous a demandé 1 mois de travail pour 2 personnes de l'équipe environ. Et l'impact, c'est 85% de réduction sur la facture pour les métriques. Donc on est passé de 10 000 $ par mois à 1 500 $. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des logs. Donc, il faut bien garder en tête que tous les logs ne sont pas égaux. Et donc, comment on fait pour contrôler son volume de logs ? La première chose, c'est de penser à mettre un level optimal pour ces logs. Typiquement, en production, on n'a pas besoin des logs de debug. Ça, on le garde pour le dev. On implémente une rétention raisonnable. Une rétention raisonnable, alors ça dépend des logs. Vous avez par exemple des logs d'audit, des logs business. Tout ça, c'est des logs qui sont soumis à des contrats ou des clauses légales. Donc là, souvent, on est plutôt à 1 an, voire plusieurs années de rétention sur ces logs-là, et on ne peut pas se permettre de les perdre. Par contre, sur tous les logs de debug vraiment techniques de votre application, en réalité, on en a besoin pendant quelques semaines, parfois quelques mois, mais quand on est à quelques mois, on pense à archiver ces logs, puisqu'en fait, on ne va pas souvent y accéder. Et la dernière chose, c'est de penser à faire du sampling. Le sampling, c'est quoi ? C'est garder un pourcentage de ces logs, pas tout. Alors ça, pareil, on ne peut pas le faire sur les audits ou les logs business, mais par contre, sur les logs de debug, c'est tout à fait possible. Et pour vous dire, à Algolia, on garde 1% des logs. Et en fait, c'est pas un problème, puisque quand il y a des problèmes, le nombre de logs va augmenter. On va avoir plein de logs d'erreurs et ça va nous suffire pour le troubleshoot. Et donc, pour conclure, je vais vous montrer les bénéfices de ces travaux-là pour Algolia. Donc, comme je vous disais, on prévoyait une facture d'1,5 million $ pour l'année. Et maintenant, on a une projection à 400 000 $ pour l'année.
ce qui est beaucoup plus raisonnable. Et là-dedans, on a 66% pour l'infrastructure, puisqu'on n'a rien réduit dans l'infrastructure. C'est normal qu'ils prennent finalement la part la plus importante. 13% pour la PM, 11% pour les logs et 10% pour les métriques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si chez vous, vous utilisez plutôt Kube Prometheus, je serais contente de discuter avec vous et de vous donner aussi des petits tips pour faire la même chose avec Kube Prometheus quand on mangera les pizzas tout à l'heure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche pas. Excuse-moi, mon gadget ne marche pas. Oui. Alors, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez utilisé des outils comme Vector pour pouvoir filtrer et agréger vos logs? Je sais que c'est des personnes de chez Datadog qui ont commencé à faire cet outil. Est-ce que vous en avez vu un usage ou un élément dedans? Aujourd'hui, on ne l'utilise pas, mais c'est une piste notamment pour réduire sur la partie infrastructure, puisque en fait, aujourd'hui, quand on déploie l'agent Datadog, il se déploie sur tous les hosts, et donc on va collecter, en fait, on paye au host. Oui. Et avec Vector, ça permettrait de supprimer cet agent et de plutôt envoyer les métriques à Vector et de payer plutôt à la métrique et au log pour la partie host et conteneur. Et donc, ça permettrait de réduire un petit peu la partie infrastructure, effectivement. D'autres questions? Merci. Notre deuxième speaker, ça va être Benoît. Benoît, il a accepté de venir parler ici ce soir, il y a 4 heures. Et on le remercie beaucoup pour ça, c'est clair. L'autre côté. Bonsoir. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Benoît Petit, merci d'être là. Je travaille dans une TPE qui s'appelle Hublot et qui est spécialisée sur l'évaluation et la réduction des impacts environnementaux du numérique. Donc là aujourd'hui, ça va être une présentation plutôt technique, on va plutôt parler d'outillage, mais ce n'est pas représentatif de ce qu'on fait dans son ensemble. On va aussi faire des analyses de cycle de vie, globalement de l'audit environnemental pour le numérique et des plans d'action pour la réduction. Donc voilà, on va aussi faire des rapports pour l'ADEME, ce genre de choses. Donc voilà, moi je représente la partie tech du Hublot. On va voir aussi que, donc, au début je vais être un tout petit peu hors sujet, parce que c'est un meet-up Cloud Native et avec un peu de Kubernetes dedans. Et on va voir que malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser Scaphandre dans le cloud. Mais en fait, justement, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de voir ensemble pourquoi. Donc de voir ce qu'il y a derrière Scaphandre et les autres outils de mesure de la consommation d'énergie. Et à partir de là, ça va nous permettre de rebondir sur pourquoi dans le cloud, c'est plus compliqué d'avoir ces métriques. Et ensuite, on élargira un peu le champ et on parlera de sujets qui sont beaucoup plus liés au cloud et de pistes pour évaluer vos impacts dans le cloud, parce qu'il y en a quand même. Simplement, ce n'est pas forcément les mêmes, ce n'est pas forcément celles auxquelles on pense en premier. On ne va pas forcément pouvoir avoir sa consommation d'énergie en continu dans le cloud, encore que ça commence à changer, mais on n'y est pas encore. Et il va y avoir d'autres approches. Donc concrètement, l'outil... je crois que la presse s'appelait comme ça, sur lequel je travaille principalement, c'est Scaphandre. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de monitoring qui à la base a été conçu concrètement pour les administrateurs système. L'idée c'était comment j'obtiens
la consommation d'énergie en continu de mon serveur ou des applicatifs qui tournent sur mon serveur. Donc, comment je peux attribuer une consommation d'énergie à un processus système et comment ensuite, à partir de là, je peux attribuer une consommation d'énergie à une application. On pourrait le voir sous un autre prisme, on pourrait se dire est-ce que c'est possible d'avoir la consommation d'énergie par composant pour pouvoir aller faire de la sélection d'actions, se dire peut-être que mon problème sur mon applicatif, c'est que je vais être très disk intensive, je vais aller beaucoup écrire et lire sur mes disques. Est-ce que ça se reflète dans la consommation d'énergie, ce genre de choses? On va voir que c'est potentiellement possible de faire ce genre de choses, mais que c'est pas évident non plus. Globalement, ça va être un petit peu un état de l'art de comment on peut mesurer la consommation d'énergie et les limites et les pistes pour améliorer cet état de l'art. Donc très concrètement, on va commencer par la pratique. Scaphandre, à quoi ça ressemble? Si on le prend sous sa forme la plus simple, il faut voir que c'est un framework, hein, c'est pas un outil monolithique. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs sources de données possibles et plusieurs sorties de données possibles. Donc la première sortie de données, la plus évidente, c'est d'avoir ces données dans le terminal. Et donc on va voir, ça se présente sous cette forme-là. Grosso modo, on va avoir plusieurs métriques là-dessus. À quoi ça correspond? Donc la première métrique, elle est assez explicite, elle s'appelle host. Donc après, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est mieux? Donc voilà, la première métrique qui s'appelle host. Donc on va en comprendre que c'est la consommation d'énergie de ma machine. On va voir que, encore une fois, ce n'est pas aussi simple. Mais c'est l'estimation qu'on va pouvoir avoir à première vue. Ensuite, on a d'autres métriques. On a une métrique qui s'appelle socket. Qu'est-ce que c'est, socket? En fait, c'est les sockets CPU. Donc, quand on dit socket CPU, c'est les CPU physiquement implantés sur la carte mère. Donc, dans le cas d'un laptop, c'est peu intéressant d'avoir le distinguo par socket, parce que généralement, il n'y a qu'un seul CPU. Par contre, quand vous êtes sur un serveur, vous pouvez en avoir 2 ou 4, voire 8, il me semble, sur les très très grosses machines. Et ensuite, on va avoir d'autres métriques à côté. Donc, il y en a une qui s'appelle package, core, DRAM, uncore. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, tout ça, en fait, c'est ce qui s'appelle des domaines RAPL. Donc, RAPL, c'est la source de données que Scaphandre utilise pour remonter ses métriques de consommation d'énergie. Et les domaines RAPL, en fait, c'est les zones de mesure auxquelles RAPL va nous donner accès. Et donc package, très concrètement, ça veut dire que c'est la consommation d'énergie du CPU, de la mémoire et du GPU intégré qui est collé au CPU. Core, c'est vraiment le sous-ensemble qui correspond exactement au CPU, donc vraiment purement au calcul. DRAM, ça correspond exactement à la mémoire. Et uncore, c'est le GPU intégré. Voilà. Core, DRAM, uncore, c'est package découpé. Pourquoi on a ces éléments-là et pourquoi on n'a pas les autres? Je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon des problématiques et des manières de mesurer la consommation d'énergie sur une machine. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? Donc là, je vous ai dit, Scaphandre, il va vous remonter un certain nombre de métriques. En fait, on va plutôt se situer de ce côté-là. C'est-à-dire que RAPL, sur la plupart des machines, ce qu'il va être capable de vous remonter, c'est consommation d'énergie du CPU, du chipset graphique, de la mémoire. Dans certains cas, donc ça c'est la zone jaune, RAPL package, dans certains cas, il va être capable de vous remonter la consommation d'énergie de toute la carte mère et des composants qui sont branchés dessus. Donc ça c'est toute la zone en vert, qui s'appelle plateforme ou P6. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça n'est disponible que sur les CPU qui ont été fabriqués après 2017. Globalement, c'est tous les CPU qui sont post-Skylake. Donc Skylake, c'est une génération de CPU. À partir de là, vous pouvez avoir du P6. Avant, vous n'en avez pas. Donc sur un parc de machines, c'est malheureusement rare qu'on ait du P6 partout. Et donc, qu'on ait une mesure de la consommation globale qui est partout la même et qui est homogène. Ensuite, comment on fait, par exemple, alors du coup j'en profite pour faire un tour d'horizon qui n'est pas propre à Scaphandre, mais ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Comment on fait pour mesurer la consommation d'énergie d'un GPU, par exemple? Il va y avoir des interfaces type SMI. Donc SMI, c'est une interface, alors il y a des capteurs à un moment donné, mais à la fin c'est une interface logicielle qui est fournie par NVIDIA
et qui vous permet d'aller collecter le même genre de métriques, mais pour votre carte graphique. Et ensuite, bien sûr, il y a des moyens plus classiques. Donc si je veux avoir, mettons que j'ai pas P6 sur mes machines, et je veux avoir la consommation globale de tous mes composants, vous allez avoir une option, quand vous gérez vos serveurs vous-même, qui est les cartes d'administration compatibles IPMI, DCMI. Donc c'est les cartes d'administration que vous avez à l'arrière des serveurs qui vous donnent accès à ce type d'infos sur le réseau. Donc ça c'est top, mais bien évidemment dans le cloud vous ne l'avez pas. Et le dernier élément que vous pourriez utiliser, c'est avoir un wattmètre physique. Donc en salle machine, souvent ça s'appelle un smart PDU, donc c'est un bandeau de prise électrique avec un petit ordinateur embarqué dedans et qui va vous remontrer les métriques de consommation d'énergie via une API, via une interface web ou autre. Et donc pourquoi vous n'avez pas accès à ça quand vous consommez de l'instance sur du cloud? Tout simplement parce que ces métriques ne sont pas remontées pour diverses raisons. Souvent, les métriques qu'on pourrait avoir par une carte d'administration ou un wattmètre, globalement, le pipeline technique pour aller chercher la donnée, la découper, attribuer un sous-ensemble de cette consommation d'énergie à vos instances ou à votre service, et vous remonter le sous-ensemble de cette consommation qui vous concerne, souvent il n'est pas fait, et c'est un projet en soi. Et sur les métriques RAPL, techniquement, il n'y a pas de bonne raison. Par contre, économiquement, je pense que c'est plutôt là que ça se trouve. Donc, pour refaire le parallèle avec Scaphandre rapidement. Donc, oui, j'ai pas de slide, parce que comme on vous a dit, c'est un peu short notice. Mais on va aller directement sur les points chauds. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire avec Scaphandre dans un contexte où ça vous est utile? Donc, a priori, pas le cloud public, malheureusement. Par contre, si vous avez un cloud privé, ça marche. Vous pouvez remonter les données. Donc, dans le terminal, on l'a vu, mais ça, c'est un petit peu limité. Après, vous pouvez remonter les données dans Prometheus, donc dans une base de données de série temporelle. Ça va vous donner... après, vous pouvez fabriquer des dashboards un peu comme vous voulez. Mais par exemple, ce que vous allez retrouver, c'est les données qu'on a vues dans le terminal, la consommation de la machine. Alors, de la machine, comme on l'a vu, si c'est une vieille machine, c'est CPU, RAM, GPU, donc c'est pas toute la machine. Si c'est une machine plus récente, peut-être que c'est P6, et auquel cas, vous avez une consommation un peu plus globale. Donc là on parle de puissance, vous pouvez faire des agrégats pour avoir la consommation d'énergie sur 3 heures, une journée, une semaine, un mois, comme vous voulez. Et après, là où Scaphandre apporte, et d'autres logiciels de mesure de la conso apportent quelque chose d'intéressant à mon sens, c'est que vous avez le distinguo par applicatif de cette consommation d'énergie. Donc là j'ai des graphiques, c'est peut-être un peu petit, non ? En tout cas, si vous ne voyez pas bien, les lignes, c'est les command lines qui décrivent le processus. Donc vous avez l'exécutable avec les options, etc. Mais en tout cas, c'est pour montrer que vous avez la consommation d'énergie vraiment par processus système. Et là, par exemple, j'ai fait un graphique qui agrège les processus système de l'applicatif AWX, et donc j'ai la consommation d'énergie de AWX. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les applicatifs qui tournent sur une machine. Donc ça, c'est l'avantage de la mesure logicielle. Voilà, la consommation de Redis, de Docker, et vous pouvez même mesurer la consommation de Scaphandre lui-même, parce que forcément, c'est intéressant s'il n'a pas d'overhead. Donc voilà, donc ça, je vous ai dit, malheureusement, vous ne pouvez pas encore l'utiliser directement dans du cloud public. Donc comment on raccroche à votre sujet? Alors ça marche dans Kubernetes, mais dans un contexte où vous maîtrisez les machines. Comment on raccroche les wagons quand on est dans le cloud et qu'on veut commencer à avoir une idée de l'impact environnemental? En fait, chez Hublot, on a une philosophie qui est que nous-mêmes, on ne va pas apporter des réponses à toutes les problématiques sur ce sujet-là. Et c'est beaucoup plus intéressant, a priori, de collaborer avec d'autres. Donc on contribue notamment à une association qui s'appelle Boavista, que je vous encourage à aller voir. C'est une association loi 1901 qui rassemble à la fois des entreprises, mais aussi des chercheurs. Donc il y a des universités, il y a des entreprises, des ESN, des hébergeurs, voilà, il y a pas mal de monde, il y a plus de 250 membres maintenant. Et l'objectif de cet asso, en fait, c'est justement de travailler de manière collaborative sur comment on peut améliorer les choses. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas assez de métriques, ou en tout cas on ne les comprend pas assez bien. Il y a plein de contextes où on ne peut pas savoir où on en est sur la partie environnement. Et donc chez Boavista, on essaye de remédier à ça en fournissant des communs numériques, donc de l'open source, de l'open data, des documents sous licence libre, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer.
On va notamment faire des articles de blog qui pourraient vous intéresser si vous êtes dans le cloud. Par exemple, la réduction des émissions de CO2 promises par les cloud providers sont-elles réalistes? Comprendre les résultats des calculettes carbone des cloud providers aussi. Est-ce que quand je regarde la calculette carbone de AWS et celle de Google, je suis en train de parler des mêmes chiffres? Et puis, hyper récemment, un article qui est bien d'actualité avec ce que je vous présente, c'est estimer la consommation électrique d'un serveur dédié, où ça va vous décrire un peu ce dont j'ai commencé à parler, à savoir les limites et qu'est-ce qu'on peut faire pour les relever. Et donc, notamment dans ce qu'on peut faire pour les relever, il y a un des projets sur lesquels on travaille qui s'appelle Energista. Et donc, quelle est l'idée d'Energista? Tout simplement, on s'est dit, si on veut pouvoir estimer en continu la consommation d'énergie d'une machine virtuelle, d'un Raspberry Pi, d'une vieille machine, enfin voilà, quel que soit le contexte, on n'aura pas toujours des moyens de mesure à disposition. Il va falloir qu'on modélise cette consommation d'énergie. Et pour la modéliser, il va falloir qu'on ait des données à la source. Il va falloir qu'on ait des données de profil de consommation d'énergie par machine, par type de composant. Voilà, il y a tout un travail de recherche à faire. Et Energista, c'est ça. Energista, c'est une base de données collaborative à laquelle toute entreprise peut contribuer en lançant il y a un agent écrit en bash hyper simple qui va soit, si c'est une machine de test, faire un stress test et nous remonter des données intéressantes pour construire cette base de données. Soit, si c'est une machine qui n'est pas une machine de test et il ne faut pas la perturber, il va faire de la collecte comme un agent de monitoring classique, d'une manière passive, et juste récupérer les points de mesure qui nous intéressent. Donc voilà, si vous voulez nous aider à améliorer les modèles et les outils pour mesurer la consommation d'énergie plus efficacement, je vous encourage à aller voir le projet Energista. Et un formulaire de contact sur boavista.org. Et ensuite, si vous êtes dans le cloud, il y a peut-être autre chose qui peut vous intéresser. J'ai perdu mon onglet. Alors c'est une interface qui s'appelle DataVista, dans laquelle on a mis un peu plein de choses, mais notamment vous avez un calculateur pour avoir les impacts environnementaux, au pluriel, d'une instance cloud chez AWS. Donc vous allez voir, vous pourrez changer un certain nombre de paramètres, notamment des hypothèses d'usage. Est-ce qu'on imagine que le serveur derrière il est chargé, enfin est-ce qu'on imagine que l'instance on va consommer plutôt 25 ou plutôt 75% de ses ressources? Quel est le gabarit de l'instance? Aujourd'hui on n'a que AWS mais bientôt Azure si tout se passe bien. Vous avez la même chose pour l'impact d'un serveur physique. Là vous allez avoir beaucoup plus de détails parce que on est capable de remonter à des chiffres beaucoup plus précis comme vous pouvez l'imaginer. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, on prend un pas de recul, parce que là, je vous parlais de consommation d'énergie, mais c'est qu'une petite partie de l'impact, malheureusement. Notamment, on va avoir le distinguo entre impact à la fabrication et impact à l'usage. La partie verte ici, c'est une estimation de l'impact à l'usage, donc là, en gaz à effet de serre. Vous avez énergie primaire, épuisement des ressources abiotiques, donc ressources abiotiques couramment dans le numérique, c'est minéraux et métaux. Donc bien sûr, sur les minéraux et les métaux, l'impact à l'usage, comme vous imaginez, il est beaucoup plus faible que l'impact à la fabrication. Et après, vous avez le distinguo de l'impact de chaque composant. Comment on fait tout ça? Tout ça, c'est basé sur une API, en fait, qui est aussi un projet open source auquel vous pouvez contribuer, qui est l'API Boavista. Et je pense que si vous cliquez sur ce bouton-là, vous arrivez sur le bon... Ah non, ça c'est l'outil de présentation. Mais donc concrètement, le code de l'API qui est derrière et qui vous permet d'avoir ces impacts usage-fabrication sur plusieurs critères d'impact, tout est disponible sur GitHub et vous pouvez même aller voir comment c'est calculé en regardant les issues. Il y a toute la discussion de quelle étude scientifique on utilise, comment c'est implémenté, quel choix d'implémentation on devrait faire. Vous avez tout l'historique des choix qu'on a fait. Ensuite, il y a un autre outil qui potentiellement pourra vous intéresser et qui est basé sur la même chose, qui s'appelle Cloud Scanner. Donc qui malheureusement, comme l'API n'implémente que AWS aujourd'hui, ne marche pour l'instant que pour AWS. Mais c'est un outil qui va vous permettre de constituer des dashboards d'impact dans les outils que vous connaissez habituellement. Ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va scanner le contenu d'un compte AWS
allez poser des questions à l'API Boavista. Et à la fin, il vous remonte les chiffres globaux des impacts environnementaux qu'on estime pour votre usage. Alors forcément, c'est encore aujourd'hui limité. Ça va marcher pour EC2, donc le IaaS. Je crois qu'il commence à y avoir une partie pour Lambda. Mais par contre, vous n'allez pas l'avoir pour tous les services managés qui existent, sachant qu'en plus le catalogue est énorme. Donc voilà, une option que vous pourriez explorer pour le cloud. Et grosso modo, en très rapide, je vous ai fait un panorama, mais si ça peut être une discussion, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Bonsoir. Comment vous avez obtenu les chiffres de consommation chez Amazon? Est-ce que vous avez fait un partenariat avec eux ou ils les ont publiés ou... Qu'est-ce que tu entends par les chiffres de consommation? On parle de consommation d'énergie ou Oui, de... d'énergie. Alors justement, pour la consommation d'énergie, dans ce scénario-là, alors quand on parle juste de l'API, mettons en mode statique comme ça avec un calculateur par-dessus l'API, là c'est toi qui rentres les hypothèses d'usage. Donc c'est toi qui dis j'ai tel gabarit de machine et je consomme ces ressources à tant de pourcents. Nous, ce qu'on fait derrière, on a un modèle qui en fait, grosso modo, on a une courbe logarithmique qui correspond à chaque type de CPU. Cette courbe logarithmique, elle représente le rapport entre consommation du temps CPU et consommation d'énergie pour ce modèle. D'où l'idée d'Energista, c'est-à-dire que plus on a de modèles et plus on est capable d'inférer la consommation d'énergie en fonction de sa sollicitation, en fonction de la sollicitation du composant. Et par contre, quand tu es dans Cloud Scanner, la petite différence, c'est que, alors j'essaye de me rappeler si on va vraiment chercher la donnée d'usage. Il me semble que oui, il me semble qu'il y a des données qui sont récupérées depuis les API AWS pour remplir en fait ces... Alors par contre, on est toujours dans de la modélisation. Comme je disais, on n'a pas les interfaces qui nous permettent d'avoir la vraie consommation d'énergie, mais on va aller chercher des données sur l'API pour savoir quelles hypothèses d'usage on va mettre pour le calcul. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous intégrez le PUE fourni par les providers dans votre calcul, ou est-ce que vous comptez l'inclure dans vos calculs? Alors en fait, le PUE, il va être utile. Là, on est vraiment à l'échelle de la machine. Donc le PUE, ça va être, pour ceux qui n'ont pas forcément ça en tête, le PUE, c'est vraiment l'overhead de consommation dans un data center qui n'est pas lié aux équipements IT, mais qui est lié à tout ce qui est nécessaire autour des équipements IT, donc le refroidissement, l'éclairage, etc. Donc ça va être utile si vous voulez calculer l'impact d'un cloud provider, par exemple, et de ses data centers. Nous, à notre échelle, le PUE, il n'intervient pas parce que là, on est juste à l'échelle de la machine. Donc, on va vraiment se concentrer sur la consommation de la machine, mais de savoir quel est le PUE par-dessus. Alors non, là, je suis en train de te répondre pour les machines physiques, tu as raison. Donc oui, non, pour AWS, forcément, on va chercher le PUE d'AWS. Et oui, il est disponible pour le coup, il est documenté. Et ce qu'on va aussi chercher, c'est l'intensité carbone de l'électricité en fonction de la localisation, etc. Donc ça veut dire que pour une configuration identique entre deux cloud providers, je vais avoir une différence au niveau de la consommation à cause du PUE, par exemple. Bah, le PUE rentre dans le calcul, donc effectivement, d'un data center à l'autre, mettons qu'ils soient sur la même grille électrique, qu'ils aient la même intensité carbone en termes d'électricité, bah, le PUE peut être une variable différenciante. Après, pour être tout à fait transparent, les cloud providers, ils communiquent sur leur PUE, mais pour une bonne partie d'entre eux, ils disent oui, chez nous, on est à 1,2. Voilà, globalement. Enfin, c'est à peu près ça le niveau d'info. Il y a quelques cloud providers qui font des efforts et qui donnent un PUE très détaillé par data center. Mais voilà, quoi, on a les données auxquelles on a accès. Donc, il faut bien voir que c'est encore un des biais du calcul, quoi. Merci. Ouais, alors moi j'avais une question concernant un outil qui s'appelle Power API.
Je ne sais pas si ça vous parle et si vous l'avez déjà un peu utilisé, testé, parce que la partie sur Rappel au début et comment on allait choper les données CPU, ça me parle, parce que moi je m'en suis déjà servi. Et savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous en êtes inspiré, est-ce que vous avez fait évoluer ça ou pas? Alors oui, je connais bien l'outil, je connais bien les gens qui le font. Donc c'est des chercheurs de l'INRIA Lille, et notamment Romain Rouvois. Et donc oui, c'est aussi un outil qui se base sur Apple. La petite différence chez Power API, c'est qu'ils essayent, je vais essayer de ne pas déformer la manière dont ils m'ont raconté, mais dans les grandes lignes, ils font une estimation avec Rappel, enfin ils font un relevé, et ils ont un modèle derrière. Et ensuite, ils essayent de voir si entre leur modèle et Rappel, l'écart est cohérent ou pas. Donc ils ont une couche de calcul en plus, on va dire. Je crois aussi que dans pas mal de projets où ils l'utilisent, ils font un entraînement du modèle sur le matériel à l'avance, ce qui est une bonne chose, parce que clairement, faire juste de la mesure avec Rappel, d'un point de vue purement scientifique, c'est naïf. Parce que les composants, ils peuvent avoir vieilli, ils ne vont pas consommer exactement pareil. Il peut y avoir tout un tas de conditions qui ont changé. Selon si votre machine elle est au bout de la salle, juste en dessous de la clim, je caricature, ou en plein milieu et qu'elle a plus chaud que les autres, elle va pas forcément consommer de la même manière. Et donc le fait qu'ils entraînent à l'avance, j'imagine qu'ils peuvent arriver à une précision plus importante, parce que du coup ils ont vraiment été chercher plus d'infos à l'avance sur le matériel, quoi. Ce que nous on fait pas, parce que Scaphandre c'est pensé pour être déployé rapidement et sur tout un parc de manière automatisée. Donc c'est plus naïf, mais ça se veut très léger et très simple à déployer. Ok, merci. Et oui, il me semble qu'ils ont une formule mathématique qu'ils entraînent, etc. Ouais, c'est ça, ils ont une interprétation permanente d'un certain nombre de senseurs avec un modèle derrière qui leur donne la conso. Et ils font un matching avec Rappel après coup, donc c'est un petit peu différent pour ça. Mais sinon, effectivement, côté Rappel, c'est les mêmes métriques. Donc ils ont ce que je vous ai présenté, c'est valable aussi, au moins pour une partie de leur calcul, quoi. Merci. Oui, merci pour la présentation. J'avais juste une petite question sur l'outillage, puisque si j'ai bien compris, pour vous c'est difficile, voire impossible aujourd'hui de mesurer sur un cluster Kubernetes, c'est bien ça? Si, le Kubernetes n'est pas du tout un problème. Scaphandre marche sur Kubernetes, je ne vous ai pas fait la démo parce que je ne l'ai pas préparé. Mais ça fonctionne. Vous avez un autre outil qui fonctionne très bien sur Kubernetes et qui se base aussi sur Apple, qui s'appelle Kepler. Ouais. Donc non, Kubernetes c'est pas du tout un problème. Le problème c'est à qui appartient la machine en fait, et le nombre à quelles interfaces cette personne vous donne accès. Et en l'occurrence chez les cloud providers, des interfaces logicielles telles que Rappel, ils pourraient vous les remonter, ou au moins un sous-ensemble d'eux, mais dans la plupart des cas c'est pas fait. Justement, c'était pour voir si vous aviez évalué Kepler, parce qu'ils viennent de rejoindre la CNCF comme projet Sandbox. Et la démarche qui est couplée à un exporteur Prometheus plus du machine learning et de l'IBBF pour enrichir le modèle me semblait quand même très très intéressante pour le suivi de tout ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense qu'ils ont bien compris la nécessité de coupler mesure et modélisation, parce qu'ils ont aussi un modèle basé sur SpecPower. Après, en fait, clairement, je pense qu'en fait la cible de départ était différente. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient en tête Kubernetes tout de suite. Scaphandre, c'était conçu de manière générique au départ, c'était pour des serveurs. Aujourd'hui, ça marche sur Windows Server, par exemple. Enfin, c'était pas les mêmes cibles à jour zéro. Et aujourd'hui, par exemple, si vous faites beaucoup de Kubernetes, certainement que Kepler aura une meilleure intégration que du Scaphandre, parce que nous, c'est une des cibles, mais c'est pas la cible prioritaire, alors que c'est le cas. Ok. Et juste un deuxième point sur la partie référencement de la consommation et partage de l'information, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les clouders, entre guillemets, racontent un peu ce qui les arrange, surtout sur la partie consommation énergétique ou le pendant carbone. Est-ce que vous avez regardé un consortium qui s'appelle OS Climate et qui commence à fédérer pas mal de monde et des gros acteurs justement pour... OS Climate ? Ouais. Je crois que ça me parle, mais vu que juste ça me parle, je pense que j'ai pas suffisamment fouillé. Parce que ça peut être intéressant par rapport à ce que vous avez présenté de regarder, parce que ça commence à faire beaucoup de bruit. Et surtout, c'est vraiment déjà des gros acteurs qui se mettent dans ce consortium, avec pour objectif justement de partager et de s'aligner sur ce qu'on mesure et les valeurs associées.
Ouais, bah écoute, merci, j'irai creuser un peu plus. En fait, il y a déjà pas mal de consortiums qui démarrent. Il y a la Green Software Foundation, il y a la SDIA, il y a la CNCF qui a son groupe Sustainability, il y a l'Open Infrastructure Foundation. En fait, là, clairement, on est dans la phase où comment on fédère les initiatives, comment on les rassemble, et comment on fait du commun, et comment on se met d'accord sur les méthodologies aussi. Et c'est un peu tout l'enjeu. Donc on essaye, nous, vu de notre fenêtre, on essaye un peu d'aller parler avec tout le monde pour leur dire, bon bah voilà, montrez-nous ce que vous avez fait, on vous montre, et puis on essaye d'en tirer le meilleur. Mais par contre, on n'a pas une veille non plus complète, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet. Merci. Merci Benoît. Ok, merci beaucoup Benoît. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les pizzas ils vont arriver dans... Mais vous avez quand même le temps de faire notre questionnaire, peut-être, si j'arrive à partager. Oui, voilà. Les questionnaires, ça prend vraiment 5 minutes. Ça nous aide vraiment beaucoup à comprendre qu'est-ce que vous aimez dans cet événement comme ça, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait. Ils sont, voilà, je vous jure, vraiment 10 questions. C'est pas beaucoup. Et vous allez recevoir un coupon pour toutes les certifications CNCF et aussi Linux Foundation. Ça vous donne un 20% de rabat sur toutes les certifications et tous les cours CNCF et Linux Foundation. Et voilà, je tiens vraiment à remercier Algolia une autre fois pour nous avoir hébergé cette soirée. C'était super. Merci aussi à notre speaker, à Ophélie et à Benoît. Merci beaucoup à tous vous pour être ici. Et voilà, on reste ici quelques moments pour partager quelque chose, pour parler un peu de l'environnement, pour parler des cloud native. Et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup.